Alors pourquoi l'écologie? Parce que je vais vous faire sans doute une révélation, du moins, j'espère que ce n'est pas une révélation pour vous, mais on a un très, très, très gros problème. Mais vraiment très, très, très gros problème, qui s'appelle le réchauffement climatique, qui s'appelle l'effondrement, l'anéantissement de la biodiversité. Et en fait, c'est comme si nous continuions à vivre en ignorant ce mur qui s'approche. Et pourquoi écologiste? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si nous ne réglons pas, si nous ne nous attelons pas à ce problème, derrière, on peut faire toutes les politiques sociales qu'on veut, on peut faire toutes les politiques économiques qu'on veut, mais en fait, on se met nous-mêmes, on met nos conditions de vie sur Terre en danger. Et quelle espèce qui en plus se revendique intelligent, quelle espèce met ses propres modes de survie en danger en ignorant le problème face auquel elle est confrontée. C'est ça le défi, c'est un défi absolument majeur, c'est un défi que l'humanité a très peu connu dans son histoire, c'est un défi que nous avons à aborder en temps relatif de paix. Serons-nous à la hauteur de ce défi et de cet enjeu? Je terminerai juste là-dessus pour vous dire que depuis l'Assemblée nationale, et depuis que je suis élue, je n'ai jamais été aussi éco-anxieuse, parce que je suis dans un lieu qui est quand même un lieu de pouvoir, et ce lieu de pouvoir est absolument dans un déni climatique, mais totalement, complètement, d'une manière qui est même assez étonnante à voir et à constater. C'est-à-dire que ce sujet-là n'existe pas. Et en fait, moi, il y a des fois où je siège dans l'hémicycle, que je suis assise dans ces velours rouges au milieu de ces dorures, et je me dis, mais en fait, de quoi parle-t-on, quoi? De quoi discute-t-on? Et il est très troublant de voir à quel point la classe politique, mais aussi la classe dirigeante, puisqu'il y a quand même une porosité entre les deux, la classe politique ne perçoit pas, ne veut pas voir, n'entend pas, ne veut pas réagir à l'importance de ce qui se prépare, qui s'appelle le réchauffement climatique. Et je vous le dis, ça n'est pas tous les jours simple d'être à l'Assemblée nationale. Donc pour répondre à votre question, pourquoi m'être engagée sur l'écologie? Pour réveiller, pour essayer de faire en sorte que notre société se réveille, et à la fin, pour changer le monde. Merci. Alors, comme vous l'avez très bien rappelé, l'écologie et la lutte pour l'environnement deviennent des questions de plus en plus concrètes et demandent un engagement assez conséquent de la part de chacune et chacun. Mais qu'avez-vous à répondre à celles et ceux pour qui l'ampleur du chantier à accomplir est décourageant, et donc ceux qui voient que finalement leurs actions individuelles auront un impact assez limité, et à celles et ceux pour qui changer de mode de vie semble irréalisable? J'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est soit... Il y a un écologiste. Et la question que je pose souvent aux interlocuteurs que j'ai à l'Assemblée nationale, c'est au fond, là, ce que vous êtes en train d'envoyer comme message, c'est que vous préférez votre voiture à vos enfants. Et en fait, à quel moment on préfère notre voiture à nos enfants? À quel moment on préfère un point de croissance de PIB à une survie et à mettre de l'argent public sur notre réduction de CO2 et notre adaptation? Et en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens qui se disent que le changement de comportement n'est pas possible, je leur dis ceci. Aujourd'hui, nous sommes capables, aujourd'hui, avec le capital technique dont nous disposons, avec l'argent dont nous disposons, avec le relatif temps de paix que nous connaissons, nous sommes capables de faire des choix qui sont démocratiques, qui certes pèseront un peu sur notre quotidien, c'est indéniable, ça pèsera sur notre quotidien. Mais très vite, très très vite, nous allons perdre la capacité à décider et à agir sur notre quotidien, et nous serons dans une situation où nous allons subir plus que nous allons être en capacité de maîtriser notre avenir. Et en fait, je ne comprends pas
Pourquoi nous nous acharnons avec tant de vigueur à continuer à manger de la viande sur un barbecue, par exemple? Pourquoi je reçois encore aujourd'hui des centaines de photos d'hommes à côté de leur barbecue et de leur entrecôte? Et pourquoi, dans ce cerveau supposément développé des espèces animales, pourquoi cet homme qui se prend en photo à côté de son entrecôte sur son barbecue ne comprend-il pas qu'en fait, en faisant cela, il peut avoir un accès de virilisme, mais au fond, il nous met tous et toutes en danger, lui le premier. Et en fait, c'est cela la question qui nous est posée aujourd'hui. Oui, on peut faire les fiers. Oui, on peut continuer comme si de rien n'était. Oui, on peut faire vroom vroom dans nos voitures. On peut continuer à manger du sang, du beefsteak bien saignant. On peut continuer à prendre l'avion. On peut continuer à chercher la croissance avec les dents, comme l'avait dit Sarkozy et comme pourrait exactement le dire de la même manière Macron. Mais à la fin, à chaque fois que nous faisons ça, alors nous perdons des semaines précieuses d'action. Nous perdons des mois précieux qui permettrait d'agir sans que ça ne nous coûte trop et dans un cadre démocratique. Et je vous le dis, si nous n'y arrivons pas là, si nous n'y arrivons pas dans les 3 prochaines années, alors vous serez, vous et d'autres, en légitimité et en capacité de se retourner vers nous et de nous dire pourquoi une entrecôte sur un putain de barbecue est-elle plus importante que la planète sur laquelle nous vivons? Pourquoi prendre sa voiture et faire vroom vroom avec est-il plus important que de préserver la vie de nos enfants? Tous si vous êtes là, toutes si vous êtes là, c'est que vos parents ont beaucoup investi sur vous. Ils vous ont lu des livres quand vous étiez petits, ils vous ont éveillé, ils vous ont sans doute accompagné dans vos études, fait faire vos devoirs le soir, payé des voyages à l'étranger pour que vous découvriez le monde et tout ça. Vos parents à tous et toutes ont investi massivement sur vous. Et ils ont eu raison de le faire. Mais pourquoi ces mêmes parents ne sont-ils pas capables de se rendre compte que tout ce capital social qu'ils vous ont transmis ne servira à rien si la biodiversité s'effondre? Pourquoi ces mêmes parents ne sont-ils pas capables de comprendre que le mode de vie dans lequel nous sommes nous conduit si vite dans le mur qu'il met vos conditions de vie en danger? C'est ça la question aujourd'hui, et ça n'est pas une petite question. Très bien. Vous venez de mettre en lumière des différences d'âge, peut-être, dans l'engagement, dans la lutte pour le climat et pour l'écologie. Il y a aussi des enjeux de classe sociale qui existent probablement. Selon une étude menée par Sciences Po en janvier 2020, il semblerait que les plus riches soient de loin les plus pollueurs. Alors, comment répartir la charge de la lutte pour l'environnement entre les différentes classes sociales de façon équitable? En fait, c'est la question à laquelle nous devrions consacrer toute notre énergie. C'est qu'aujourd'hui, on sait, parce qu'il y a eu de nombreuses études économiques, de nombreuses études sociologiques, qui montrent que les plus exposés au réchauffement climatique sont les plus vulnérables. Et en fait, ces études-là entretiennent un mythe qui est que plus vous aurez d'argent, et plus vous pourrez vous en sortir, parce qu'en fait, vous aurez les moyens, les capacités financières de pouvoir vous en sortir. Ce que ne comprennent pas ceux qui misent là-dessus, c'est que quand il fera 50 degrés à Paris, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, oui, il y aura sans doute quelques degrés d'écart dans votre logement. Mais à la fin, vous serez autant victime que les plus pauvres. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment répartit-on les moyens de la diminution de CO2 et de l'adaptation? Comment répartit-on ces moyens de manière équitable entre les personnes? Et comment profite-t-on de cette transformation écologique indispensable à réaliser pour rétablir une égalité dans la société? Parce qu'en fait, et ça je le pose ici, c'est que la structure sociale dans laquelle nous sommes, les inégalités de richesse, les inégalités de classe sociale, mais aussi les inégalités femmes-hommes, les inégalités raciales sont au cœur du problème. Ce ne sont pas des conséquences, c'est au cœur de notre problème. C'est parce que certains
mettent la société en coupe réglée pour réaliser un profit sans qu'il n'y ait ni de contrôle, ni de limitation, ni de limite à leur cupidité, c'est parce qu'on a mis une société en coupe réglée pour autoriser ces profits-là que nous allons dans le mur. Donc en fait, la réduction des inégalités, elle est indispensable pour qu'une partie de la population survive, que ce soit en France ou dans le monde. Mais elle est aussi indispensable pour freiner le réchauffement climatique. Les 10% les plus riches sont les principaux émetteurs des émissions de gaz à effet de serre. Et plus vous êtes riche, plus votre mode de vie est émetteur de CO2. Pourquoi ? Parce que, en général, vous avez des plus grandes voitures, des plus grandes maisons, vous avez plus de voitures, vous faites des voyages, vous mangez plus de viande, vous mangez plus à l'extérieur, vous avez un mode de consommation qui, à la fin, a un impact sur la planète qui est supérieur à celui des plus pauvres. Et donc, non seulement il n'y a pas de transformation écologique sans diminution des inégalités, mais il n'y a pas de lutte contre le climat sans diminution des inégalités. Et pour cela, il va falloir que les pauvres progressent dans leur niveau de vie, dans leur accès aux biens essentiels et aux services publics, mais il va aussi falloir, et ça il va falloir le poser, que les riches diminuent leur niveau de vie, que la richesse des plus riches diminue. Il n'y a pas d'alternative sans diminution de la richesse des plus riches. Je sais que ça n'est pas agréable à entendre. Je sais qu'on préférerait se dire qu'on va continuer comme ça et qu'on va trouver un bidule, une technologie que vous allez sans doute être nombreux et nombreuses à essayer de chercher dans cette salle. Il est plus confortable de se dire qu'on va trouver une technologie qui va nous sauver. Et on trouvera des technologies qui nous aideront. C'est indéniable, et tant mieux. Mais cela ne suffira pas si nous ne changeons pas la structure même de notre société. Et c'est cela que j'essaye de poser dans le débat politique. Merci beaucoup. Vous qui avez eu des aspirations à la présidence de la République, notamment à travers le parti Europe Écologie Les Verts, concrètement, pour mettre en place tout ce dont vous nous avez parlé pour l'instant, quels seraient des exemples de mesures concrètes qu'un gouvernement pourrait mettre en place pour réduire justement cette surconsommation ? Alors, il y a plein de mesures, mais disons que je vais peut-être parler du système de protection sociale, parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu. Et le système de protection sociale dans lequel nous sommes n'est pas tenable dans une transformation écologique. Et ça, c'est un véritable sujet. C'est-à-dire, si on veut protéger les plus précaires, les plus vulnérables, il nous faut modifier la structure même de notre système social. Pourquoi ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, l'essentiel de la protection sociale, même si ça a diminué ces dernières années, mais l'essentiel de la protection sociale est financé sur le travail. Or, toutes les études montrent que plus vous travaillez, plus vous émettez du carbone. Alors, évidemment, quand je dis ça, mais les émissions de carbone sont directement liées aux gros horaires de travail. C'est-à-dire que plus vous travaillez dans la journée, plus vous avez des consommations de produits préparés, plus quand vous voulez vous reposer, vous prenez l'avion pour aller à Bali ou à Barcelone. Et en fait, la transformation écologique, c'est de trouver du temps. C'est de trouver le temps, c'est de se dire que le travail n'est pas, au fond, la seule motivation dans la vie et ne détermine pas sa place sociale dans la vie. Donc c'est retrouver du temps pour soi, du temps d'émancipation, du temps libéré, du temps pour réinvestir le lien, l'amitié, la culture, le sport, ce que vous voulez, mais du temps. En fait, la clé de la transformation écologique, c'est le temps. Sauf que si vous diminuez le temps de travail, et moi je suis pour la semaine de 4 jours, si vous diminuez le temps de travail, eh bien, vous allez avoir du mal à continuer à financer tout un système social sur la base du travail. C'est la raison pour laquelle il nous faut inverser radicalement notre manière de financer un système social. Et en l'occurrence, il y a quelque chose qui aujourd'hui est inexistant pour ainsi dire, c'est la taxation de ce qui pollue. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose qui a énormément nécessité de pétrole, de transport, si vous achetez un t-shirt venu de l'autre bout du monde, eh bien ce t-shirt va coûter moins cher que celui qui est fabriqué en France. Et en fait, les entreprises qui
par exemple, transmettent le plus d'argent sous forme de dividendes à leurs actionnaires sont par ailleurs les entreprises les plus polluantes. Total en est un exemple, mais ce n'est pas le seul, Lafarge et d'autres. Et donc, en fait, la question, c'est comment on inverse ce qu'on appelle en économie le signal prix. C'est-à-dire comment fait-on en sorte que la pollution soit suffisamment taxée pour qu'il devienne beaucoup plus cher d'utiliser un bien polluant qu'un bien non polluant. Et en fait, si vous faites cela, vous mettez un système de taxation qui peut potentiellement fortement rapporter. Alors, on me dit, oui, mais si on finance la sécurité sociale là-dessus, en fait, comme la pollution va diminuer, l'assiette de l'impôt va diminuer, etc. Mais en fait, aujourd'hui, l'ampleur de la transition à réaliser est telle qu'on en a quand même pour quelques années avant d'être dans un assèchement de la pollution. Donc, par exemple, je pense qu'il faudrait transférer une partie de la taxe sur le travail, des taxes sur le travail, vers des taxes sur la pollution, de sorte qu'on puisse diminuer le temps de travail et continuer à financer un système social.